Bonjour, mesdames et messieurs, et je remarque immédiatement que je suis surexposé. On démarre dans de bonnes conditions, on aime ça, hein? Voilà. Super, bon, hein, on va voir, on va trouver un moyen. Alors, bonjour à tous, bienvenue, hein, sur YouTube. Un live évidemment improvisé, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent se rendre compte qu'il y avait un live et qui se sont dit: «Putain, pourquoi je l'ai pas vu avant?» C'est normal parce que je l'ai annoncé il y a une demi heure à peu près. Voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être, sympa, hein, alors je copie Mick, en gros, mais là pour le coup, c'est pas pour la Formule 1, c'est pour les 24 heures du Mans et on va donc regarder un petit peu, tout ça. On va voir, on va vivre ensemble, cette séance de qualification. Je vais rappeler un petit peu les règles en vigueur, hein, pour cette séance. Ce n'est pas comme en Formule 1, voilà, c'est une séance de qualification. La première partie est aujourd'hui et demain sera la deuxième partie, sera l'hyperpole. Et j'espère que ce sera hyper bien. En tout cas, on espère. Attendez, je fais un test. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir. Ok, c'est bon. Normalement, on est bon. Alors, j'ai baissé un petit peu mon retour parce que c'est un peu abusé. Oh, il y a Charles Milési en gros plan. Alors, évidemment, pour des raisons évidentes, je ne peux vous montrer des images parce que je n'ai pas les droits. Mais je vais vous mettre évidemment le live timing, et on va pouvoir suivre ça, comme il faut. Alors bonjour, oui, bonjour à tous, bonjour, bonjour, mettez-vous bien. C'est quoi la musique de mon intro de live? C'est la musique faite par Et l'Oméga. Voilà. Alors, je dois jongler avec beaucoup trop d'écrans là, c'est compliqué la vie, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je vais vous montrer le truc qu'il faut. Alors, le truc qu'il faut, normalement, voilà, vous avez le live. Alors, vous remarquez que je m'appelle Bob le pneu pour vous servir. Donc, voilà, ça c'est le live timing. Alors, évidemment, on n'a pas grand-chose pour le moment. Revoyons ce qu'il s'est passé Durant les FP1, donc, qui ont eu lieu de 14 heures à 17 heures. Meilleur temps pour la Toyota numéro 8 de Buemi, Hartley et Hirakawa. Ensuite, on a les deux Glycanos, la 709 et la 708. La 708 qui, au début des séances d'essai libre, a eu un petit souci. Alors, où est-ce que vous pouvez le regarder? Alors, vous pouvez le regarder, il y a plusieurs solutions. Il y a Eurosport qui diffuse. Mais moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est l'application officielle, même si elle est un petit peu galère, hein. Il faudrait qu'ils réajustent un petit peu tout ça. Il y a l'équipe aussi. L'équipe, non, ou c'est pas Automoto la chaîne, je sais pas, l'un ou l'autre. Mais sinon, voilà, il y a le live officiel et vous avez les commentateurs qui sont sur le circuit, donc micro Vandessic, comme on aime l'appeler sur ce live. Euh, mon micro sature. Mon micro sature. Attendez, 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 je vais recaler ça. Non, j'ai pas de saturation sur le truc. Je vais baisser peut-être un peu le niveau du son du micro. Il éloigne ma gueule. Enfin, bon, voilà. Du coup, en meilleur temps meilleur temps pour la LMP2, c'est la numéro 23 de la United Autosport, l'équipage de Lynn Jarvis Pearson, Joshua Pearson, qui a que 16 ans, qui s'intercale du coup quatrième au général, qui s'intercale avec la Toyota numéro 7. La Alpine est un petit peu en difficulté. On avait dit lors du live il y a 2 jours qu'il manquait un petit peu de vitesse de pointe, mais voilà, l'Alpine est un petit peu en difficulté. Ensuite, on a quoi? Ouais, ensuite, on a la Jota numéro 38, la Prema numéro 9, l'Alpine 36, la WRT, les 2 WRT même, enfin, une WRT et demie avec la Real Team qui est juste derrière la numéro 31. Surprise, hein, pour première en Pro-Am, c'est la TDS. Alors évidemment, ce sont des essais libres, donc c'est un petit peu compliqué. De juger réellement, mais bon, la TDS Racing by Vaillant, qui est 11e. La numéro 45, l'APR numéro 45, l'Algarve Pro Racing qui s'est crashé. Justement, c'était James Allen. Oui, c'est ça, c'était James Allen qui s'est crashé à la sortie de la chicane Ford, donc entre la chicane Ford et la chicane du raccordement. Dommage. En fin de séance, j'espère qu'ils ont réparé. Attendez, je vais me mettre le truc à côté ici, que je puisse moi-même voir. J'arrive, hein, je suis en train de régler. Ah merde, je suis un peu idiot.
Voilà, au moins j'ai votre retour. J'ai le live sur ma gauche où on peut suivre, les équipes sont en train de se préparer. Je vais faire en audio description là. Enfin bon, reprenons où l'on était, donc les deux Algarve. 14e place pour la Richard Mille, équipage coup de cœur. Équipage coup de cœur avec Charles Milesi, Lilou Wadou, Sébastien Ogier. Théoriquement, ce sera. Enfin, j'ai vu de toute façon dans les images, c'était Charles Milesi qui était dans la voiture. Je lui ai pu souhaiter bon courage entre les deux séances et il me dit qu'il va faire au mieux. Allez, espérons une hyperpole. Je vais vous expliquer un petit peu le règlement après. On a ensuite la Penske numéro 5 devant la United numéro 22, la F Corse numéro 83, la WRT numéro 32 qui s'est pris 5 minutes de stop and go dans les stands pour avoir abusé des track limits. C'est un équipage très jeune qui découle les 24 heures du Mans, en tout cas en catégorie LMP2, qui découle le Mans et la LMP2 pour, de ce que je sais. Rolf Eineichen, Mirko Bortolotti et Dries Van Tor. Ensuite, on a la Cool Racing numéro 37, suivi de l'Idexport. La Nielsen Racing devant l'Inter-Europol Competition. La Jota numéro 28. L'Ultimate numéro 35. La Duquesne numéro 30. La Panis Racing qui était un petit peu en difficulté, la Panis Racing. Donc, on espère que ça va mieux se passer pour cet équipage. Euh, je dois jongler. Putain, c'est compliqué en fait d'être commentateur. On doit tout regarder. Alors non, je suis pas commentateur, c'est con de pas vous. Je peux pas vous diffuser les images. J'aurais adoré vous diffuser les images et commenter vraiment, vraiment ça. C'est un rêve, hein, mais on verra plus tard. Pourquoi pas quand l'occasion se présentera. Si elle se présente, si elle se présente pas, tant pis. Bref, revenons à nos moutons. Ensuite, derrière la paniste, on a la Vector en 27e position devant l'ARC Bratislava, devant la Graf, la DK Air, équipage invité qui vient du LMP3 et 30e, avant-avant-dernier. La Interopol numéro 34 me surprend un petit peu d'être aussi basse, la numéro 31. Alors, je ne m'attendais pas non plus à des miracles de la part de cette équipe, mais malgré tout, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi basse. Et enfin, en dernière position, on a la CD Sport, qui est la seule voiture en LMP2 utilisant l'équipage bien un peu l'endu, ouais, la WRT, mais c'est pas. Bah, faut s'y faire. La LMP2, ça reste malgré tout difficile. Je disais pour le CD Sport, c'est la seule équipe qui utilise des châssis Ligier. Passons au GTE Pro avec doublé Corvette. La 63 devant la 64, suivi de deux Porsche. La 91 devant la 92. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Enfin, la 52 et la 114. Et là, vous allez me dire, où est la Ferrari numéro 51, tenante du titre en WEC, tenante du titre au Mans? Eh ben, ils ont dû changer le moteur. En 2h30, un petit peu plus de 2h30, ils ont réussi à changer le moteur. Et à la fin, ils ont réussi à faire, je crois que c'est James Calado qui a fait quelques tours pour aller se mettre, un petit peu, fait pour découvrir un petit peu la piste et enfin sortir des stands. En GTE AM, on a la WeatherTech numéro 79 qui devance la GR Racing, donc deux Porsche suivis de la 3 Aston Martin. Tir groupé des 3 Aston Martin, seulement 3 Aston Martin dans cette édition, et les 3 sont au même niveau, 41e, 42e et 43e, ce qui signifie, on n'a pas le classement par équipe, fait pas dans la catégorie. Bon, apparemment, non, je l'ai pas. Bon, bref, ça fait 3e, 4e et 5e. Donc, dans l'ordre de TF Sport, Northwest AMR et D-Station. Petit tir groupé, hein, même si sur les 4 Iron Lynx, on a les deux premières. Iron Dams, l'équipage 100% féminin. Euh, je me suis perdu en lisant le chat. Oui, du coup, Sarah Bovy, Ryle Fry et Michele Getting. Michel Getting, je vais y arriver. Qui devance l'Iron Lex numéro 60. Donc les deux voitures qui font le WEC. Ensuite, on a la F Corse numéro 21 devant la Team Project One, devant la DMC numéro 77, l'Absolute Racing qui est en fait l'Hardpoint. En fait, je pense qu'ils ont racheté ils ont repris l'engagement de Hardpoint. Il faut vite qu'on se dépêche parce que ça démarre dans moins d'une minute. Suivi de la F Corse numéro 61, puis la Ferrari, puis la Porsche numéro 46, la Ferrari numéro 80, Iron Lynx. Spirit of Race numéro 71 devant la F Corse 54. Ensuite vient mon équipage coup de cœur en GTE AM, la Proton compétition de Michael Fassbender, Matt Campbell et Zachary Robichon. Et enfin, on a Ranger Vanderzon ah non, c'est Vanderzon, Mark Hart. Ouh, je sais pas si j'avais. Ah non, on avait parlé à la toute fin, avant-hier. La GMW Motorsport numéro 66, suivi de l'Iron Lynx numéro 75, équipage invité. Suivi de la Proton numéro 88. Et en dernière position, réellement en dernière position, mais c'est l'avant-dernière en général, l'Inception Racing avec Marvin Klein comme les dégâts et Alexander West. Et la dernière position, c'est pour l'F Corse numéro 51. Et on est
très bien parce que le feu passe au vert à 5 secondes. On a un sens du timing ici qui est incroyable. La séance de qualification va débuter. Autant pour moi de vous placer le live timing en direct. Voilà. Avec Kevin Estre. Allez, Kevin Estre. Ah, Alex, si jamais t'es dispo, rejoins rejoins le Vox si tu veux venir commenter avec moi cette séance. C'est Elite Vocal. Normalement, tu as accès à Elite Vocal, donc voilà, tu viens si jamais. Alors que la séance démarre avec la Duquesne qui sort, la WRT numéro 32 sur la WRT numéro 31 et la Rail Team WRT numéro 41 et Charles Milesi dans la Richard Mille. Voilà. Oh, je me fais mal au doigt, je me suis piqué par une saloperie qui me pique le doigt, il est gonflé, on dirait une bite. Voilà, voilà, ce doigt, il est détruit. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Du coup, j'ai même plus ce que je voulais dire. Oui, c'est parti, le règlement. Du coup, la séance de qualification déterminera les places attribuées pour les équipes pour les voitures qui iront en hyperpole demain. Alors, l'hyperpole demain sera composé des 5 voitures de l'hypercar, des 6 premières voitures du LMP2, des 6 premières voitures des 7 engagées en GTE Pro, alors qu'il y a déjà des débris dans la pit lane. C'est la Northwest qui a perdu peut-être un diffuseur étonnant. Et enfin, les 6 premiers en GTE AM seront qualifiés pour l'hyperpole. Voilà, l'hyperpole, c'est une demi-heure de séance demain. Demain, à peu près à la même horaire, il me semble, donc au même horaire. Donc, ouais, ce sera sûr. Alors, les voitures qui sortent. Ouais, c'est la Ferrari numéro 51 qu'on voit à l'image là. Non, 52, pardon, 52. Du coup, il faut faire un petit peu de place. Il y a du trafic, hein, même si le circuit fait 13 km 625, il y a quand même pas mal de trafic avec 62 voitures en piste. Donc, ça va être un petit peu délicat. Il va falloir trouver sa place. Ah, le dormeur du VAC qui nous a rejoint. Ah, il est là, qu'il est beau. Je vais faire. T'es chaud? Yes. Ok, nickel. J'espère qu'on est calé. T'es à combien au niveau chrono? Ok, j'ai 8 secondes derrière toi. Ouais, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va faire avec. Donc, mesdames et messieurs, le dormeur du Val, celui avec qui on vous présente les scandales des 24 heures du Mans, avec qui on a fait plusieurs vidéos ensemble. Et donc, la troisième partie sort après-demain. Et soyez rendez-vous vendredi soir pour le live qu'on va vous présenter. Ah, vas-y, vas-y. Merde. Ah ouais, c'est un sacré sujet qu'on a traité là. Ah, vous ne l'entendez pas. Attends, Alex, parce qu'apparemment on ne t'entend pas. Ah, il est étonnant ça. Vas-y, parle pour voir. Ah, vas-y. Merde, c'est pas normal ça. Là, il y a un souci technique. Attends. Bonsoir, attends, Alex, t'arrives au moment où on a des soucis techniques. Ce n'est pas normal. Alors, attendez. C'est surprenant tout ça. Comment est-ce qu'on règle ça? On en entend que moi. Capture audio sortie. Oui.
C'est compliqué, c'est compliqué. Comment ça fonctionne déjà? J'ai oublié comment que ça marche. Putain. Eh ben heureusement qu'on le voit maintenant, hein, parce que théoriquement non. Non mais joue pas à ça. Sois pas totalement con. Attends un peu. Ouais. Alors attends, on va faire un petit test. Allez-y, Bon, ouvrez moi, vos gueules, parlez. bah, j'allais Bonjour, je dire m'appelle au Eric, moins. je suis maître-nageur. Ah, nickel, on vous entend. Mesdames et messieurs, est-ce que vous les entendez? Ce serait bien que vous puissiez les entendre. Ouais, allô. Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, je crois qu'on vous entend. C'est parfait. Ah bah, tant pis, hein, je pourrais pas dire à quel point j'ai une énorme clé à molette. Mais ferme ta gueule. C'est pour dire ça, tu dégages. Ah, on vous entend. Du coup, Alex, tu disais avant qu'on soit coupé par les soucis techniques. Alors, je disais que j'invite tous ceux qui nous écoutent et les autres qui verront cette rediffusion à être au rendez-vous vendredi soir à 21h pour un live où on va parler donc de la première semaine, enfin du début de la semaine aux 24 heures du Mans, parler des essais, des forces en présence, des différentes catégories. Et aussi, ben, pour ceux qui ont des questions sur les 3 vidéos qu'on a faites, et plus généralement, voilà, le côté politique du sport automobile et de l'endurance, ce sera le moment parce qu'on a bien conscience que ce sont des vidéos qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avant, qu'il y a des zones d'ombre qui sont qu'on peut essayer d'éclaircir et d'autres où on n'a pas encore les réponses parce que voilà, il y a des choses compliquées là-dedans, il y a des conflits d'intérêts, il y a de l'argent en jeu. Et le parallèle entre aujourd'hui et l'époque, bah, j'ai envie de te dire, Jules se fait un peu ressentir parce qu'avec l'émergence du hypercar et du LMDH et de l'intérêt des constructeurs, toi et moi maintenant on sait ô combien les constructeurs peuvent faire tourner de l'œil les instances quand ils voient des constructeurs s'engager dans un championnat autre que la Formule 1. Exactement. Ça commence à ressentir un peu le roussi. Il faut, et comme tu disais tout à l'heure dans le salon 24 heures du Mans, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir tué, parce que il faut attendre de voir les voitures en piste pour être sûr que les voitures sont en piste en fait. Parce que là, ça peut tellement changer, tellement il y a d'intérêt à différents horizons. Et comme on disait aussi en off, avec théoriquement 16, voire plus de voitures dans la catégorie hypercar, impossible de voir autant de voitures se battre pour la victoire. Donc forcément, il y en aura qui seront déçus et qui vont après laisser tomber. Oui, et puis en plus de ça, on a eu donc l'annonce du probable projet déjà avorté de Audi. Bon, Hmm. qui en soi n'est pas vraiment étonnant, hein, parce que quand on sait que Porsche s'intéresse de près à la F1, voir 2 marques du groupe VAG aller en endurance, bon, ça paraissait quelque peu loufoque. Mais quand même, comme quoi il faut toujours se dire, comme tu disais juste avant, tant que la voiture est pas sur la piste, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait Charles Pasqua. Exactement. Alors, petit point classement, alors que bon, il n'y a rien de fait encore, mais 3,31 468 pour la United Autosport numéro 22. Tout à l'heure, en tête de catégorie LMP2, c'était la voiture sûre, c'était le numéro 23. Philippe Albuquerque à son volant. La Panis Racing est donc deuxième avec Nico Jamin, pilote très rapide. Nico Jamin à surveiller pour le futur. Et enfin, numéro 28, c'est Jonathan Aberdeen. Alors lui, on l'attendait pas forcément. Maintenant, il faut voir, les chronos vont peu à peu tomber. La première hypercar, pour le moment, on fait un tour. Non, il y a la Toyota qui a fait un tour, mais première hypercar, bon, ça veut rien dire. Pour le moment, c'est le 7ème. L'Alpine, quoique, peut-être que l'Alpine aura du mal à faire mieux. Mais c'est un petit peu comme il s'est passé avec le Sport 3 litres 5. Là, les hypercars ont d'office les 5 premières places sur la grille. Peu importe le chrono. Oui, 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 oui. Oui, je pensais même plus à ça, oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est débile, mais c'est comme ça. Ouais, Enfin, c'est débile. Quelque part, bon, alors, le truc, c'est qu'on va parler de ça pendant la qualif. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, donc on va continuer, mais de toute façon, il faut bien se rendre à l'évidence que l'état de l'endurance actuellement n'est pas forcément très, très positif. On n'a que 5 voitures en catégorie Rennes, dont une qui est une LMP1 déguisée alourdie. Ouais. On a du monotype en LMP2, même s'il y a des belles bagarres. Bon, ça, ce sera le fameux débat
est-ce qu'on veut de la bagarre et toutes les mêmes voitures, ou est-ce qu'on veut de la diversité et moins de bagarre? En GTE Pro, on n'a plus que 7 voitures, alors qu'on en avait, je me souviens, 17 en 2018, par exemple. Et après, donc, on a du GTE AM. Oui, c'est bien, il y a beaucoup de voitures différentes, mais c'est pas des... Alors, pour des passionnés comme nous, ça nous intéresse. Mais pour un public qui suit ça d'un petit peu plus loin et qui regarde la course, c'est un peu comme avec le tennis. Hein. Personne ne regarde le tennis sauf Roland Garros. Là, personne ne regarde le sport auto sauf la F1 et les 24 heures du Mans, pour ce qui est du grand public. Donc c'est difficile pour eux de s'identifier à des catégories comme le LMP2 et le GTE AM, qui sont des catégories, voilà, il n'y a que les passionnés qui connaissent vraiment, quoi. Exactement. Donc on est dans une période de vache maigre. De toute façon, le LMP2, quoi qu'il en soit, fonctionne tel qu'il est. Au final, on a de la bataille et c'est tout ce qui compte, même si on a tiré une croix sur la diversité. Le GTE Pro doit se trouver une solution de substitution, donc ce sera avec le GT3, mais on attend de voir comment la FIA va gérer le dossier, sachant que le GT3, c'est le bébé de Stéphane Rattel et de SRO, qui a quand même un lien avec la FIA, mais je veux dire, c'est pas un... Quand on regarde les courses du GT World Challenge, que ce soit endurance ou sprint, il y a le logo de la FIA qui apparaît nulle part, hein, donc c'est bien le bébé de Stéphane Rattel. Ouais, carrément. Donc il faut voir ce qui va se passer. Donc on est dans une période de transition qui dure quand même, parce que ça fait depuis 2017-2018 que tout ce cirque traîne. Aussi bien pour le GT que pour les protos, parce que bon, faut quand même rappeler quand on est passé de 3 constructeurs de 2012 à 2016 à plus qu'un seul en 2018, puisque Rebellion est un privé, je ne le compte pas comme un constructeur évidemment. Donc il faut voir comment on va se relever de tout ça, et bon, pour l'instant on attend, et en tant que fan et de passionné, oui, en tant que fan et passionné, on a envie de voir un plateau garni de plein de constructeurs, sauf que le sport automobile, ça ne fonctionne jamais comme ça. Il n'y a jamais plus de 2-3 grands constructeurs qui s'engagent à plein temps dans un championnat. On peut étendre ça à toute l'histoire du sport de l'automobile. Donc il ne faut jamais en attendre trop, mais quand même, si on peut finir sur une note positive, il faut quand même se dire que fin 2018, quand Toyota était tout seul face à Rebellion, se dire qu'il y a potentiellement BMW, Cadillac, Toyota, Glickenhaus, Peugeot et peut-être d'autres constructeurs qui seraient présents en catégorie Rennes, au moins au Mans, personne n'y aurait cru. Donc bon, il y a quand même du positif. Mais encore une fois, même si on l'a dit 30 fois, tant que les voitures sont pas sur la piste à la journée test, il n'y a aucune promesse à écouter et à considérer comme juste. Yes. Petit point classement avec le meilleur tour pour Kamui Kobayashi en 3:27,247. Alors Kamui Kobayashi qui a 4 poles consécutives aux 24 heures du Mans, c'est lui qui a le record du circuit. Il sera pas battu cette année évidemment. C'est combien déjà? C'est 3:14 il me semble. 3:14 791 mon cher. 3:14, j'avais 3:14,7 mais j'avais pas plus de détails que ça. Donc 3:14 791, on en est loin. On en est à 13 secondes maintenant. On sait, ce sont plus des LMP1, n'est-ce pas Alpine? Ce sont des hypercars. Donc meilleur temps pour la Toyota devant les deux Glickenhaus, Olivier Plat devant Ryan Briscoe. Allez Toulouse, allez Olivier Plat. 3:28,052, 8 dixièmes dans le vent. Voilà, j'espère vraiment que Toyota a lâché un petit peu les chevaux et les watts. En LMP2, pole position pas du tout parce que la pole position sera déterminée en hyperpole. Mais meilleur temps provisoire pour Robin French avec la double vertu numéro 31, et on retrouve la Jota et la Real Team. Donc un petit peu ce qu'on avait dit dans le live il y a 2 jours. Dans le sens où ce sont un petit peu les favoris. Meilleur temps de LMP2 en 3:29,898. On a 2 secondes et demie de retard. Ce qui fait que pour le moment dans LMP2, les qualifiés seraient la WRT numéro 31, la Jota numéro 38, la Real Team by WRT 41, les deux United Autosport, et surprise avec la TDS Racing Vaillante en Pro-Am. On ne s'entendait pas vraiment à eux. Maintenant c'est Mathias Bech, il a quand même un bon coup de volant et de l'expérience, le Suisse. Allez Charles, va nous chercher cette P6 là. Alors en GT, les chronos sont bien descendus, on est déjà en 3:51. Et ouais, j'allais voir pour le GT avec pour le moment meilleur temps pour Live Corset numéro 52 d'Antonio Fuoco. Nick Tandy avec la 64 devance Antonio Garcia. En GTE AM, ce sont 2 Aston Martin en tête avec Nicky Tim et Marco Sorensen. Donc eux, forcément, ils connaissent mieux l'Aston Martin que chez eux. Et bonne surprise avec Raël Fry qui est avec l'Iron Dam. Meilleur temps pour le moment réalisé par Fred Makowiecki en GTE Pro. Donc pour venir au GTE AM, on a
de Aston Martin. On a l'Iron Dam, numéro 85, la Ferrari 85, devant la Ferrari numéro 71 du Spirit of Race, la Kessel Racing et la F-Corsi numéro 54 qui serait qualifiée pour l'Hyperpole. Revenons un petit peu en haut de l'affiche, alors que la Toyota est en train de suivre, la Toyota numéro 7 est en train de suivre Ryan Briscoe avec le numéro 709. Pas d'amélioration pour Ryan Briscoe, pas d'amélioration pour Kamui Kobayashi. Et malgré les balances de performance, les Glykenos sont dans le coup. Hein. Et oui, les Glykenos sont dans le coup, donc ça peut être une bonne surprise. Alors Toyota, je pense qu'ils ont quand même malgré tout un petit peu d'avantage, mais ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer. Et franchement, j'espère voir Glykenos titiller les Toyota, pas pour la pole, parce qu'on s'en fout un petit peu de la pole, mais en tout cas pour la victoire. James Calado est en train de réaliser un chrono avec la Ferrari. Alors, c'est Ferrari ils ont changé le moteur en un petit peu plus de 2h30, comme je le disais au début du live. À voir. Tu ne peux pas montrer le direct de Canal+. Alors, si je monte... déjà, c'est pas Canal+. Canal ne diffuse pas les 24 heures du Mans. C'est le live du WEC. Et si je fais ça, je me fais strike. Et ça me ferait chier de me faire strike. Est-ce que tu pourrais nous le partager sur le Discord, sur le salon du Discord? Parce que moi, étant donné que j'ai juste le live timing du retour du live qui est en 144p, j'ai un peu de mal à voir la fiche des temps. Ah ouais. Normalement, là, tu devrais l'avoir. Jules, elle était pas en 3,47 la pole en GTE Pro l'année dernière, un truc comme ça? Laquelle? La pole en GTE Pro l'année dernière, c'était pas 3,47? Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde. Je crois que c'était ça. Je sais pas si on se rend compte, mais 3,47 pour des GT, C'est extrêmement rapide. lunaire. C'est extrêmement rapide. C'est dire à quel point ces voitures sont vraiment rapides maintenant. J'allais rebondir sur un truc qui avait été dit tout à l'heure par rapport aux Glyconos qui avait l'air de titiller en tout cas en termes sur la fiche des temps de titiller les Toyota. Il me semble qu'on disait la même chose l'année dernière. Alors je sais plus si c'était les Glyconos ou Alpine qui semblaient pouvoir titiller Toyota avant de se faire lamentablement déposer en course. Alors je dirais pas lamentablement déposé en course, hein, parce que... L'an dernier? Ouais. Bah, sur la première heure, ça avait l'air de tenir, mais plus on avançait dans la course, plus le... Après, il faut mettre dans le contexte aussi. Hein. Faut mettre dans le contexte que Glycanos, c'est pas les mêmes moyens que Toyota, et franchement, ils n'ont pas été ridicules pour une première. Hein. Et c'était pas loin d'avoir le podium. Ils ont même pas fait de roulage privé, Glycanos. Ah ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est dire à quel point la voiture est bien née. Oui. Mais c'était pas une... Alex, c'était pas une... comment dire? Oui, bien sûr, c'était pas une course serrée, on va pas se mentir. Mais je dirais pas lamentablement largué, parce que lamentablement largué, c'est tu peux passer une Eurostand, tu repars devant, tu vois. Alors que là, je crois que c'était 3 ou 4 tours de retard. Et 3-4 tours de retard, pour de l'endurance, on a été habitué récemment à avoir des courses beaucoup plus serrées, mais pour de l'endurance, c'est pas un écart si énorme que ça. Et nous avons Kamui Kobayashi qui est en train de sucer la roue de Ryan Briscoe. Et du coup, il s'est un petit peu bouchonné dans les Porsche. Ouais. Et après, il vient me faire chier quand je lui parle de ma grosse clé à molette. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas trop comment ça se passe, en général, les qualifs au Mans, là, on est sur 1 heure de roulage, donc vous vous doutez bien qu'on va pas faire des relais de 6, 7, 8 tours ou des relais de course. On part avec 3 tours d'essence, des pneus très frais, et on part à la chasse au chrono. Mais c'est en général pas plus de 3 tours, hein, la tentative de chrono. Ça me rappelle un peu les vieilles qualifications en Formule 1 qui duraient 1 heure et où on avait 12 tours en tout pour établir un chrono. Et ça me manquait un peu. Là, j'aime bien regarder des qualifs comme ça qui durent 1 heure. Tu vois juste les mecs rouler, quoi. Il y a une amélioration pour Ryan Briscoe qui vient de passer sous la barre des 3,28. Il est donc à 7 millièmes, pas du tout, à 7 dixièmes de la Toyota de tête. Changement de pilote. José Maria Lopez qui prend la place de Kobayashi. En soi, la différence aussi des hypercars par rapport aux autres catégories, c'est que toutes les voitures hypercars sont assurées de passer en hyperpole. Donc, ils n'ont pas forcément... Ils peuvent se permettre de prendre la séance de qualification comme une séance d'essai libre. Oui, il y a de ça, oui. Après, est-ce qu'on sait quelles conditions on aura pour l'hyperpole? Parce que on peut avoir un souci sur une des voitures, qui pourra chambouler le classement. Enfin, Changement de pilote, c'est Glycanos.
Il me semble que c'est Romain Dumas qui va prendre. Oui, c'est Romain Dumas qui va prendre le volant. Et Donc, lui, il va chasser le chrono, Romain ouais, Dumas. je pense qu'il va tenter quelque chose. Ouais, tu dis Romain Dumas, moi j'aurais plutôt dit Olivier Plat, tu vois, pour le chrono. Ah, une grosse pointe de vitesse en qualif, hein, Dumas quand même aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, Dumas, de toute façon, il est fort partout. Hein. C'est un monstre, donc à voir. Alors, qu'est-ce qui se Oui, passe dans GTA? Hein, dis-moi. Il parlait de format de qualif, Alex. Bon, ce serait pas applicable en endurance, mais moi, s'il y a bien un format de qualif que je regrette, c'était chacun son tour en F1 en 2003. C'était génial comme format de qualif. Oui. Mais pour C'était la moi, loterie pour les conditions, c'est sûr, mais pouvoir voir un tour bien précis d'un mec, parce que la Super Pole, c'est horrible à voir en F1. On voit que la fin, les mecs, ils ont la caméra braquée sur la ligne de chronométrage en disant ah oui, il a fait le meilleur temps, ah il a amélioré, mais on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est des mecs qui attaquent comme des bœufs dans n'importe quel virage du circuit, quoi. Ce serait bien de mixer les deux, moi, je pense. Mixer ce qu'on a aujourd'hui. c'est pour ça que moi je considère le principe des qualifs en un tour meilleur, parce que tu voyais tous les pilotes en fait, c'est-à-dire que même le mec dans sa Minardi, tu voyais attaquer, tu voyais Frizaker attaquer dans sa Minardi, et ça te Exactement. permettait de voir à quel point que la voiture se traînait le cul en virage, c'était compliqué à piloter. Tu voyais vraiment le mec tout donner pour essayer d'arracher un chrono. Et puis Et c'est le format que préféraient les pilotes, hein. Historiquement, dans un vieux sport auto hors série qui était paru sur Ayrton Senna, ils expliquaient un peu ce que c'était que les qualifs dans les années Ouh! 80, Oh où on putain, avait dommage. où on avait des pneus en chewing-gum qui duraient une moitié de tour, mais qui permettaient d'attaquer de façon mais incroyable, quoi. Messieurs, amélioration considérable d'Olivier Plat qui a fait un 3,27 355, ce qui fait qu'il y a un dixième d'écart entre les deux premiers. Maintenant, comme on disait, évidemment, il faut faire gaffe, il faut garder un peu de retenue par rapport aux conditions. mais après, c'était un truc qui était extrêmement courant, en tout cas à l'époque du turbo, où on te mettait des pièces qui duraient un tour, tu donnais tout ce que tu avais sur ce tour, et après on te changeait l'intégralité, le bloc moteur, le turbo, les pneus, tout. On te changeait l'intégralité de la voiture pour... oui, joli. Je viens de voir, je sais pas quelle voiture c'est, mais un beau travers à la sortie d'un lot, JMW, là. ouais, j'ai la JMW pilotée actuellement par Ranger van der Zande. Et d'ailleurs, les GT au Mans, si on voit des grosses dérives, c'est pas que c'est des savonnettes, c'est que les voitures tiennent tellement la route dans les sections lentes, les GT, que les mecs se permettent vraiment des attaques, mais à la limite de chez limite, quoi. Petit point, justement, en transition, je te remercie, Alex, pour parler du GT avec, pour le moment, Lorenz Vantor qui a fait le meilleur chrono dans la catégorie GTE Pro avec la 92 devant la 63 d'Antonio Garcia et la 91 de Fred Makowiecki. Quel chrono? Pour la 92, on est sur un 3,50 999. Ouais, donc on est loin du plein potentiel des GTE Pro encore. Ouais, je pense. Ouais. Et en GTE AM, c'est la Northwest AMR de David Pittard qui a fait un chrono en 3,52 559 qui est en pole position, qui est en première place de la catégorie. Où est la Ferrari 51? On sait qu'il y a eu des soucis. Et où est la Toyota? La Toyota numéro 8, on l'a vu encore? On l'a pas vu? Parce qu'il n'y a pas de chrono. Hein. Puisque tu parlais de Porsche, d'après un ami qui était à la journée test, on a modifié les circuits d'échappement des Porsche 911 RSR, qui font beaucoup moins de bruit apparemment. Ah, fichier. Ah, la 51, la voilà. Et ça existe depuis qu'on est passé de 4 litres à 4 litres 2 pour les Porsche de cylindrée. Ouais. Sachant que, faut bien se dire, 4 litres 2 de cylindrée pour un 6 cylindres, imaginez un peu la gueule des bielles et des pistons. Ça fait de l'inertie, et tout ça à plus de 8000 tours minute. Je suis en train de voir la Ferrari et ça fait bizarre de plus voir le bleu, mais franchement, je James l'aime bien Calado, comme ça. 5e. Bordel de merde, ce que j'ai trouvé magnifique. Et je suis totalement objectif dans mon opinion. Bon. C'est toujours objectif, Alex, de toute façon. Ouais. Ça me surprend parce qu'ils disent que le meilleur tour de la Porsche 93 est plus lent que le dernier tour. Ça me met sur le cul. Là. Peut-être une histoire de track limit, genre il y a un tour qui a pas été enregistré mais qui apparaît quand même. Ouais, ou peut-être un changement de pilote.
Qu'est-ce qui se passe là sur la 3 ils ont commencé un changement de pneu, mais la voiture est plaquée au sol. Ah, elle est sur Ou les alors vérins. c'est Elle est juste- sur les vérins, mais elle peut pas sortir parce qu'il y a la grafe qui la gêne. Ah d'accord, il me semblait qu'elle était posée au sol, peut-être l'effet de lumière, mais... Oh, l'Alpine, elle est en difficulté, l'Alpine. Hein, Nicolas Lapierre qui est dans les S-Porsche. 1 seconde 6 de retard après le deuxième secteur. Alors, pour situer un petit peu, le premier secteur, la ligne premier secteur se situe avant le virage du Tertre Rouge. La ligne du deuxième secteur se situe juste avant le virage de Mulsanne. Et du coup, le troisième secteur, il est Vlalon. Hein, c'est une bonne moitié du circuit, quasiment. Alors qu'en LMP2, il y a Louis Delétraz qui est en train d'améliorer avec Prema. Et qui pourrait donc rentrer dans la zone de qualification. Mais du coup, le deuxième secteur, il fait un peu tout ce qu'il y a de dispo sur le circuit, quoi. Genre des lignes droites et les S rapides. Ça, c'est le troisième secteur. Ouais. Ouais, le troisième secteur, oui, le troisième secteur, du coup, genre, il y a tout dedans. Ouais. Tu préfères un circuit avec juste le troisième secteur, il y aurait tout ce qu'il faudrait. Ouais, c'est ça. Dumas qui prend la place de Olivier Plat, du coup. Oui, Olivier Plat. Franck Mailleux a pris la place de Ryan Briscoe avec la 709. Et Louis Delétraz qui est en train d'arriver dans les S Porsche. 2 dixièmes d'avance. Putain, Mathias Bech, 3 dixièmes d'avance après le premier et le deuxième secteur. Mais elle est rapide cette voiture, elle est rapide. Ah ouais, mais il y a un décalage entre le live timing et... du coup, j'ai les réponses sur le live timing, je vois la fin du live juste après. Attendez, je vais essayer de me recaler un peu parce que c'est un peu chiant d'être autant en retard. Le truc, c'est que le live timing aura toujours de l'avance sur ce que tu as en direct. Ouais, c'est c'est pareil ça. sur la fin TV. C'est casse-couille. Pareil partout. Hein. Live timing, ça prend peu de temps à actualiser. Du coup... À l'attaque pour Delétraz. Allez Charles, claque-nous un chrono là, mets-nous dans le top 6. Delétraz qui a amélioré, même s'il a perdu un peu dans le dernier secteur. Il passe 6ème du LMP2, 6ème de l'MP2, c'est très bien pour eux, ça passe en hyperpole. Pour moi, on a 2 United Autosport, 2 WRT, une Jota et une Prema. Je pense clairement que la voiture de Delétraz est bien mieux réglée pour les lignes droites que pour les parties un peu plus sinueuses, parce qu'on voyait perdre du temps il a perdu du temps dans le deuxième secteur, et dans le troisième secteur il était 7 dixièmes derrière. Il faut voir s'il a pas fait une petite écart, parce que là on est quand même à la limite. Hein. Du coup la TDS qui a amélioré son chrono, si j'en crois le live timing, mais pas sa marque. Ah, il y avait pas mal. Il a été un petit peu gêné à la fin. Numéro 8. Bloqué par les GT, là, c'est dommage. Problème sur la 8 ? Ouais. Ah, problème technique, on ne sait pas lequel exactement, mais ça sort du stand de chez Toyota. D'accord. On est en direct là ? Oui. Ah. Attends, laisse-moi reformuler. On est en direct, connard. Je préfère comme ça, je comprends mieux. Sur Twitch ? Non, sur YouTube là. On est combien d'ailleurs ? On est 182, hein, du coup. Mettez-vous bien dans le chat, vous réagissez, c'est bien. Moi je lis tout ce que vous mettez, donc. Ah ouais. Dans la ligne droite des Unaudières. Bout du con. Un bout du con. Bonsoir le chat. Qui est dans le numéro 22 actuellement ? On dirait. C'est Lynn ça ? J'arrive pas à le reconnaître. Ah, la Nielsen numéro 24 qui rentre au stand. Voilà. Ça, c'est le non-événement que les commentateurs aiment souligner. L'Alpine, ça fait un moment qu'elle est repassée 4ème ou elle vient de le faire ? Te souviens-tu, Jules, de la réaction de ce bon vieux Bruno lorsqu'il y a eu un arrêt tout à fait normal, un arrêt au stand tout à fait normal et prévu de l'année dernière. Ah oui, c'était marrant. Il avait beaucoup rigolé. Et oh mon dieu, s'arrête au stand, c'est normal. Sinon, il tombe en panne d'essence, micro Vandestick, calme-toi. On a un drapeau jaune, c'est... Ah, il est bon pourtant, Bruno, il est bon. Ah, j'adore. Micro Vandestick ici en live, Alex. Parce que je me suis gouré, j'ai appelé. Enfin, la dernière fois, il y a 2 jours, j'ai dit au Bruno de Micro Vandestick. Du coup, maintenant, c'est Micro Vandestick. Toyota, ils avaient déjà eu des problèmes de fiabilité. Alors, drapeau jaune, quelque part. On ressort pendant ce temps la Glycanos numéro 708. C'est Indianapolis, visiblement. Ouh, c'est parti rapide. Drapeau rouge, drapeau rouge. Ah, donc ça a dû taper. Ça a dû taper sa race.
Est-ce que le temps Je vois que ça s'arrête? indique. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Le temps Alors s'arrête. visiblement c'est une GT, il manque un bout du capot, j'arrive pas à savoir Oh non, c'est la exactement. C'est la 93! Oh La putain, quatre- c'est mort! Putain de Oh, sa c'est en mère! train de. C'est en train de partir là, là-bas. Mais pourquoi? Une porte en moins, C'est qui dans le se volant? passe comme prévu. Dans le volant. Déstabilisé au freinage Ouais, première avant chicane. Oh l'opération. oui, au frein. Ouh là 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 là. Ouais, ça a tapé à l'intérieur. Alors un peu de réparation pour la 93. Du coup, ça passera pas en hyperpole. Et c'était Michael Fassbender, l'acteur. Fait chier. C'était pas Indianapolis, c'était Eh non, c'était la première première chicane. chicane. Oh, ça tape fort. Il a la chance de pouvoir repartir quand même. Peut-être qu'il Ouais. s'est Bah, heureusement que le immobilisé moteur à est pas à l'avant 10 sur les minutes de plus. Porsche. Hein. Ah ouais, sinon c'était mort. C'est pour ça que Corvette l'a mis à l'arrière. De quoi? La voiture jaune là? Ouais. Ça s'appelle Corvette. Je sais pas, c'est usurpation d'identité. Oh, les Ils lunettes. font des voitures eux aussi. Ils font des voitures. Ils faisaient. Et Ah, il je a, pense il a que arrêté là, ou quoi? le- Il a arrêté? Ouais, il s'est arrêté plus chier. loin. Oh, fait chier. Il a mangé l'auto, mais mort. Putain. L'auto a fumé carrément. Putain, mais pourquoi dès que je supporte quelqu'un, il se pète la gueule, bordel? Tu portes Latifi en Formule 1? Non. Ah, bah pour toi, il se pète la gueule. Bon, par C'est contre, que- ils sont bien sympas avec le drapeau rouge, mais c'est qu'il y en a qui bossent la nuit, les gars. Hein, donc, faut pas que ça dure trop longtemps pour que je puisse regarder. Du coup, Romain Dumas qui était prêt à partir, finalement, il va attendre. C'est une sensation horrible quand t'attends de partir. Alors, pendant la course, je pourrais peut-être avoir des petites indiscrétions qui viendraient du Graph Racing, au passage, Jules. Ah yes. Alors, Bien. l'endroit où est sortie la Porsche, c'est le même endroit où était sortie la Dallara du Settilar Villeurbanne-Corse. Pardon. Ça devait être en 2019 ou 2020, je crois, ou 2018 même. En P2? Ou la GT En ou la P2, P2? oui. Ouais, bon, P2, 2018 ou super 2000... Ouais, 2018, je crois alors. Elle avait Minimum. tapé, oui, c'était 2018. Elle avait tapé, elle s'était envolée. C'est souvent un endroit qui est délicat quand on tente d'aller vite à cet endroit-là. Ah oui, oui, oui. Le freinage avant la première chicane est un petit peu bosselé. Eh oui. Et ça peut déstabiliser le train arrière qui a tendance à se lever puisqu'on tape fort dans les freins à cet endroit-là. Mais je crois il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a... Ouais, c'est il y a 2 ans, il y a Tristan Gomandi qui s'est mis une bonne boîte aussi là-bas. Ah ouais, c'est un des freinages problématiques au Mans, hein, quasiment tous les freinages sont compliqués au Mans finalement parce que c'est pas un circuit qui est facile pour. C'est pas un circuit linéaire déjà, même s'il y a beaucoup de lignes droites, mais tous les freinages sont compliqués. Le Dunlop, il est en appui. Ben justement, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour du circuit. Donc où on arrive à la courbe Dunlop. Il y a une mini ligne droite entre la courbe Dunlop et la chicane Dunlop. C'est une petite ligne droite où c'est là où il faut freiner. Du coup, mais la voiture est un petit peu déstabilisée. C'est un petit freinage en appui. La petite montée permet quand même de freiner relativement tard. Mais voilà, il faut de l'engagement, il faut tenir le freinage parce qu'on a déjà vu plein de voitures partir à l'intérieur et taper le mur côté droit de la piste. Ensuite, on passe la passerelle Dunlop, on descend dans les S de la forêt. C'est bosselé au niveau du raccordement entre le Bugatti et la portion direction Léonaudia. Beaucoup moins depuis il y a 2 ans qu'ils ont resurfacé le circuit. Et ouais, beaucoup moins. Ils ont un peu aplani la chose. Après, on passe dans les S de la forêt, très technique. Où si on sort un peu la trajectoire, on peut vite être emporté. Et dans ce cas, il faut mieux vite relâcher parce que sinon, il y a moyen que tu tapes le mur. Attention à la sortie. Il y a 2 Porsche qui ont fait. Je t'interromps 2 secondes, mais il y a 2 Porsche qui ont fait un tête à queue à cet endroit-là, justement, sortant trop large lors de la première séance d'essai libre. Oui, ouais, c'est ça. Et à la sortie aussi, si tu as tendance, tu peux mordre rapidement l'herbe. C'est en haut d'une petite butte. Du coup, c'est un peu à l'aveugle le point de sortie. Et si tu mords un peu, pas mal. ouais, ça déleste beaucoup. Du coup, attention là, et t'as pas le temps de vraiment te reposer parce qu'après, il y a un sacré virage qui conditionne une sacrée ligne droite. Le tertre rouge, virage extrêmement rapide. Pour les protos, c'est un petit relâché pour après rentrer et remettre et ressouder la pédale au fond du baquet. Et pour les GT, c'est peut-être un peu plus complexe, même si les GT peuvent mieux encaisser les vibreurs et les petites bosses qu'il y a à la sortie. Et ensuite, direction pleine charge sur les lignes droites d'Inaudière. On atteint les 340, peut-être 350 km/h. Et le gros freinage. 338 le record pour l'instant, cette année. D'accord. Voilà, donc on a atteint quasiment les 340 km/h.
Le freinage qu'on Ouais, disait de la première chicane, l'accélération. avec où c'est Bosley, et comme on a vu Michael Fassbender, Droite, gauche, droite. ouais, le droite, gauche, droite, où on avait quand même pas mal de vitesse dans ces chicanes. Hein. Ils sont pas si mal ces chicanes. Mais Et- on descend jamais en dessous des 100 km en conditions normales de course. Ah oui, clairement, ça va très vite. Donc chicane droite, gauche, droite. Ensuite, la deuxième chicane qui est gauche, droite, gauche, où curieusement, même si leur profil est identique, les pilotes peuvent amener un poil plus de vitesse sur la deuxième que sur la première. Elle est un peu plus ouverte en sortie, la deuxième, que la première. Ouais, en sortie, ouais. Mais en entrée, tu sais, c'est très similaire. Les deux premiers, ils sont. Ouais. Mais le profil de la piste fait que tu peux mieux rentrer. Ça tombe un peu, contrairement à la première. Ça tombe un petit peu et du coup, tu peux plus facilement passer. Ensuite, on sort bien large, en mort, en fait. On vient quasiment. On vient vraiment proche du mur à droite à la sortie de cette deuxième chicane. Ensuite, la petite courbe de. Comment ça s'appelle déjà cette petite courbe? J'ai oublié le nom. La courbe d'une Audière. La courbe des Inaudières. Ouais, d'accord. Antares, c'est la petite courbe au début des Inaudières. Et ça, c'est du coup la courbe des Inaudières. Juste après la deuxième chicane. La butte de Mulsanne. Et le freinage de Mulsanne. Un des virages les plus lents du circuit. Où c'est Bosley, même si au final, au fil des années, ils ont quand même pas mal aplati la piste. C'est un virage qui demande quand même pas mal d'engagement, pas mal de confiance. C'est souvent là où les pilotes les plus expérimentés font la différence par rapport aux pilotes moins expérimentés en tout cas sur les phases de freinage. Donc voilà, ça conditionne beaucoup. Attention au différentiel de vitesse quand tu arrives en proto par rapport à une GT où là tu peux te faire surprendre. C'est déjà arrivé plein de fois. Il faut être lucide à cette chicane. Et au final, tu tombes, tu arrives, tu es en deuxième pour passer, tu prends bien le bord, tu ressors bien. Attention de ne pas déraper parce qu'il est possible qu'il y ait de la merde à l'extérieur de cette piste. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs, Et souvent. en plus, Jules, depuis l'année dernière, le vibreur à l'intérieur a été refait et on peut beaucoup moins mordre que lors des Ah, années précédentes. ça c'est intéressant, ça devient plus technique. Moi j'aime bien ça. Ensuite, la ligne droite de Mulsanne, deux petites courbes à gauche, où malgré tout ça reste un peu un aveugle. Bon, on a vu Rockefeller se satelliser en 2011, mais Virage à globalement, droite, tu veux dire. au virage à droite, oui, pardon. On a vu Rockefeller se satelliser en 2011, heureusement il s'en est bien sorti, mais globalement ça passe bien et on arrive probablement dans le virage le plus compliqué du circuit, Indianapolis, où on contraint malgré tout la voiture, on la met vraiment en difficulté dans cette légère courbe qui tombe, qui est bosselée. Il faut vite stabiliser la voiture tout en freinant. Donc il faut avoir une finesse dans le volant, dans les pédales pour pouvoir placer la voiture comme il faut et la mettre à la bonne vitesse pour se jeter. On croit qu'on a toujours cette impression d'aller trop vite, mais le fait que ce soit un léger banking à gauche permet de vraiment amener de la vitesse sur ce virage. Après, bon, tu peux te faire piéger en disant putain, il y a trop de vitesse. Et c'est pas rare de voir les deux roues de droite mordre. Et c'est aussi pas rare de voir des voitures perdre le contrôle au freinage et de finir dans le mur. Et en général, il n'y a pas beaucoup de dégagement. Quand ça sort ici, c'est plié. Quand ça arrive trop vite, en général, on se pose pas de questions, on freine, on tire tout droit. Et Ouais, on prend c'est aucun ça. risque. Exactement. Là, vaut mieux être prudent. Ensuite, mini ligne droite pour arriver, selon beaucoup de pilotes, le virage le plus compliqué du circuit, même si c'est le plus lent. Parce que justement, il est lent. Ça casse le rythme, harnage. Il faut vraiment péter la vitesse. Et Et puis il n'y a c'est un pas virage où la beaucoup de piste grip. est sale en général. Et c'est ça, il n'y a pas beaucoup de grip, la piste est très sale. Donc il faut vraiment s'auto-censurer à mort pour le placer. C'est rare de gagner du temps en harnage, par contre, ça arrive très souvent d'en perdre. Donc, virage compliqué. Ensuite, on est sur cette ligne droite d'harnage qui amène au virage Porsche avec deux mini-courbes à gauche. Voilà, prendre au sérieux malgré tout. Il peut avoir des bosses. Bon. Et surtout se placer pour arriver dans le secteur le plus jouissif pour moi du sport automobile. Les S-Porsche. Les S-Porsche où il faut quand même beaucoup d'engagement, ça arrive avec beaucoup de vitesse. Attention de ne pas se mettre en trajectoire parce qu'au fur et à mesure de la course, il y a la gomme qui se dépose et du coup, il y a moins de grip. Si tu sors ici, heureusement qu'il y a du dégagement maintenant par rapport à avant. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a du dégagement maintenant. Mais malgré tout, tu n'as pas envie de sortir ici parce que tu sais que si ça tape, ça peut faire très mal. Donc le droit, tout que ça demande de l'engagement, ça monte un petit peu. Après, il y a le double gauche où là, c'est pleine balle. Hein. C'est pleine balle. Légère décélération, voire petit frein dans la grande courbe de droite. Comment ça s'appelle déjà cette courbe? C'est la courbe. C'est pas la... Alors on l'appelle historiquement, je crois, la courbe.
Non, j'allais dire une bêtise. Je crois qu'on l'appelle virage Corvette maintenant. Corvette, c'est pas. Je crois que c'était celui de gauche. Oui, voilà, ouais, je sais plus. Mais Ah je non, sais qu'en tout cas, c'est le. je sais que le gauche qui est juste avant, on l'appelle virage Dupont normalement. Ouais, virage du pont. Ensuite, c'est ben, courbe Corvette. Et dans ce cas, c'est virage du karting, celui de gauche. Voilà, c'est ça. Et après, c'est Maison Blanche. Exactement. Voilà, donc on est bon. Donc courbe Corvette à droite, tout ça descend et ça remonte un petit peu. Il faut réussir à rester collé à la ligne blanche à droite. Ça demande d'avoir une finesse parce que là, on fait vraiment travailler le châssis. C'est un petit peu comme le virage des Fagnes à Spa, où on est vraiment sur la limite. Donc il faut bien connaître sa voiture et là aussi on peut faire vraiment la différence. Attention aussi au trafic parce que tu peux être amené à devoir contourner et passer par l'extérieur. Dans ce cas, attention de ne pas sortir dans les marbles et se faire surprendre par le manque de grip. Heureusement, maintenant il y a quand même pas mal de dégagement, hein, c'est hallucinant. Arrive le virage un peu en dévers qui fait chier, c'est le virage du karting qui est compliqué. Attention pas trop Même, se faire même déstabiliser. complètement dévers. Ah, complètement dévers, il est Quand terrible tu ce vois en virage. vrai, tu vois vraiment les voitures penchées hein, Eh dans ce oui, oui, virage. oui. Il est terrible. Il est terrible avec ce banking inversé de ce virage du karting. La sortie, encore une fois, maintenant il y a du dégagement, c'est goudronné. Attention de ne pas sortir large parce que déjà d'une part track limite et puis de ne pas être déstabilisé et de partir après en you et finir dans le mur. Bon, Maison Blanche, on s'en fout, c'est même pas un virage, tu passes à fond et on arrive dans un enchaînement à couper le souffle encore une fois. C'est la chicane Ford et la chicane du raccordement, qui est renommée chicane du raccordement Motul. Bon, on les emmerde avec leur pub à la con. Mais voilà, chicane Ford, engagement, ça passe plus vite qu'au raccordement, mais on a très peu de temps pour se placer, pour bien passer le raccordement, justement, qui conditionne quand même pas mal la ligne droite. Donc on arrive à deux endroits agressifs, où certaines fois, les GT, ou même c'est pas rare que les GT soient plus rapides que les protos à cet endroit. Pourquoi ? Ben parce que justement, les GT peuvent mieux manger les vibreurs que les protos, qui sont plus Et puis rigides. elles ont plus de poids, plus de motricité. Et ouais, c'est ça. Du Elles coup, sont même complètement plus rapides hein, dans cet enchaînement. ah Les oui, elles GT, sont plus hein. Quand rapides. tu le vois en vrai, c'est criant. Hein. Et d'ailleurs, tu parlais d'engagement, et alors je ne me souviens plus du numéro de la voiture qui s'est bien cartonnée d'ailleurs à la chicane Ford, mais elle a mangé donc le nouveau vibreur qui est en place depuis 2019 ou 2020 si je ne m'abuse. En fait, t'arrives dans la chicane Ford, t'as le gauche avec un vieux vibreur qui est un petit peu haut mais qui est très facile à escalader. Et en 2019 ou 2020, ils ont refait un vibreur dans le droite qui est beaucoup plus haut, avec des arêtes beaucoup plus prononcées. Et si t'as le malheur de le prendre de face, tu bousilles ta suspension et ton fond plat. Ouais. Et la LMP2 là qui s'est viandée en fin de séance d'essai libre juste avant, elle a eu le malheur de le manger en plein milieu du fond plat. Ça a fait décoller l'avant, ça l'a déstabilisé et il allait taper. Donc ce vibreur-là est vraiment compliqué pour les équipes parce que tu es tenté d'attaquer et il t'empêche de bien t'anticiper ton placement pour la chicane du raccordement qui, elle aussi, depuis qu'il y a les nouveaux vibreurs depuis 2014, parce qu'avant on coupait allègrement à cet endroit-là, Ouais. depuis 2014, les vibreurs sont beaucoup plus compliqués à négocier, surtout le deuxième, celui du droite, Ouais, où une espèce de gros boudin rouge contre lequel les équipes pestent en général, parce que tu peux mettre des vibreurs hauts sans mettre ce truc qui fait que si tu le manges de face, tu découpes ton plat, quoi. Et c'est vraiment chiant. Moi, j'aime pas ces nouveaux vibreurs. En tout cas, j'aurais préféré qu'ils fassent des plus gros vibreurs, certes, pour pas que ça coupe comme avant. Mais je trouve ces vibreurs beaucoup trop hauts, notamment celui du droite. Celui du gauche pose pas trop problème en général, parce qu'il est tellement haut qu'en fait, il te sert de tremplin pour atterrir de l'autre côté du vibreur 1 mètre plus loin, quand tu vois comment le vibreur est foutu. Mais le deuxième est très très gros et quand t'as le malheur de le manger de face, ça coûte très cher. Il me semble, l'année dernière, quand je suis allé au Mans avec Max pour la Twin Cup, il me semblait, j'ai pu faire un tour justement du circuit Bugatti à vélo ou en trottinette électrique, je sais pas, mais on s'en fout. Ben, le deuxième vibreur, du coup, le dernier vibreur du circuit, celui dont on parle, eh ben, il était pas. C'était Mais oui, plat. ils le mettent que pour les 24 Et heures. ouais, c'est ça. Donc, Et parce que celui du premier gauche gêne la sortie, donc ils ne la mettent pas. Et celui du droite, en général, de toute façon, dans une config de circuit Bugatti, tu le prends pas trop, ce vibreur-là. Ouais. Alors que ça repart, un drapeau vert, les voitures ressortent et on voyait le radar météo. On n'a pas la Ferrari 51 qui est ressortie là dans les premières voitures. Ah, je sais pas, peut-être. J'ai bien l'impression celle qui fait actuellement des zigzags dans la ligne droite de Hunaudière. Je me demande si c'est pas la 51. Non, c'est pas, je crois pas que c'est la 51, elle a pas la livrée de la 51.
C'est une Une Ferrari, Toyota elle est qui prend la rouge. route, la numéro 7, et la 8 toujours pas, qui est toujours emmerdée dans son stand apparemment. Et comme disait l'un des intervenants tout à l'heure, la Toyota GR010 l'année dernière avait eu quelques soucis de fiabilité. Elle a des problèmes de. Je crois que c'était au niveau de la pompe à essence. Oui, c'est ça. Et La il faisait 8. du coup, il faisait des relais beaucoup plus courts. Allez, ça y est, elle est partie la 8. Ouais, ça y est, la 8 à l'instant qui prend la piste, oui, donc le souci serait résolu. Avec Brendan Hartley à son volant. Exact. Magneto s'est craché, ouais. Putain, c'est con, il aurait pu utiliser ses super pouvoirs pour déplacer la voiture plus rapidement. Ça nous aurait évité de poireauter tout ce temps. Faut pas croire tout ce qu'on voit au cinéma. Hein. Il aurait pu déplacer la barrière Ouais. pour pas la taper. Donc quoi, t'es en train de me dire qu'il est pas capable de soulever des sous-marins? Oh. Faut te faire une raison. Ça fait mal, crois hein, que je tu viens sais. Je crois que tu viens de briser l'enfance d'Alex là. C'est pas très gentil. Il serait temps, hein, mon cousin, là, parce que. Non, Ouais. ça va, mon enfance a déjà été brisée par un personnage aux grandes oreilles. C'est la Glickenhaus qui sort. La J'aime bien Glickenhaus les Glickenhaus. qui ressort, ouais. Elle est belle cette voiture. Ouais, elle est très bien, cette voiture. Elle a un côté néo-rétro très joli, oui. Ouais. Il y a juste sa livrée qui pourrait être un peu plus jolie, je trouve. Ouais, c'est vrai que la livrée est un peu dégueu, mais la forme est belle. Elle a... comment? Elle a un vieux look rétro. Oui, il y a quelques petits nuages quand même. Hein. Néo-rétro, même, je dirais. Quand tu vois les passages de roues avec les grandes ouvertures dedans, je trouve que ça me faisait penser à une Porsche. Drapeau mais jaune. genre arrivé- Ah bah yes, merci. Encore un yellow. Ah, ils veulent pas que je regarde la séance en entier, hein. Ils veulent absolument que j'aille bosser avant. Après j'ai regardé pour les conditions climatiques. Ce de serait la course, DMC on- Proton numéro 77. Pour la Ah. course, il fait beau, je crois. Non, il fera beau pour la course complète, ouais. Alors que Encore. c'est l'embouteillage avant la ligne de départ. Oh, bordel de merde! Ah oui. Mais faites- Ah, on Ah est oui, sur- c'est Mais pourquoi? Mais Bordel. le circuit fait 13 km, sérieux, les gars! Ah, je fait pense qu'ils penser voulaient à tous Monza prendre de en l'élan Formule avant la ligne de chronométrage. Hein. Ah, ils ont peut-être peur de la pluie, c'est pour ça qu'ils se précipitent tous. Hein. Ah bah, la pluie qui commence à arriver d'ailleurs sur le Ah, sur le c'est pour pare-brise ça, de la c'est pour ça Glickenhaus. qu'ils sont tous sortis. Hein. Ouh, c'est maintenant qu'il faut aligner un chrono, c'est maintenant qu'il faut aligner un chrono. Ouais. Pourquoi plus 1? C'est quoi plus 1? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi plus 1? C'est quoi les plus 1? Non, ça va être trop tard pour un chrono là. Il y a une bonne averse là apparemment. Ouais. Si À quelqu'un moins sait ce que que signifie, ce dont Oh. ce que ça veut dire les plus 1 sur le live timing, je suis preneur. À moins que la pluie arrive par le nord, je crois que la Glickenhaus elle a abandonné. Ah oui, la Glickenhaus a renoncé à un chrono là, hein. Clair et net. Hein. Bah, on voyait sur la caméra embarquée de l'eau qui était balancée sur le. Ah mais tu vois, à la Sur le limite, pare-brise. s'il pleuvait au nord, t'avais peut-être le temps de faire un tour assez rapide, mais Putain, 8ème. Bah, c'est limite quoi. Parce que là, tu vois, la Toyota, il y a pas d'eau sur le Oh, pare-brise. qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'est fait, Ah, presque pas. il y en a un qui s'est fait dégager. La TDS? Qu'est-ce qui s'est passé, la TDS? Annulation du temps? Pourquoi d'un coup elle est placée à. et tu vois que quand il rentre dans la partie du Dunlop, c'est là que ça pleut en fait. Dans la partie où Bah, il y a les ça, tu vois, il tribunes. pleut Oh au oui, nord. oui, Tu vois, au niveau de la ligne de départ, là, il y a beaucoup d'eau. Ah, sur la partie nord du circuit, Ouh, la ça va. Toyota qui Oh là 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 là! s'accélère dans la cour d'un hop. Rain light on low mode. On a frôlé le décrochage du train avant pour la Toyota dans Ouais. la montée du Dunlop. Attends, on va voir ça. Ah, là, il pleut, on voit bien sur le pare-brise. Pourtant, je suis loin de mon écran. De toute façon, là, je pense pas qu'on aura. Il y aura pas d'amélioration en chrono. Il n'y aura Ça, pas d'amélioration et les équipes vont pas chercher à rouler trop parce qu'on sait qu'il fera beau pour la course normalement. Donc, Ouais. Puis dans ce cas, c'est plus important quand même de préparer la course. Et vu que la séance d'essai libre, elle est à 22h. Donc, ouais, pour 2 heures, de 22h à minuit, je pense que que les équipes vont faire un petit peu attention. ouh, joli travers pour la numéro 5 avant, dans la courbe Dunlop toujours. Ouh, oui, oui, oui. Ouais. Voilà, blocage des Parce roues, qu'on peut blocage des rajouter- roues. Ouais, ouais. Ce qu'on les peut pénassaires. rajouter aussi dans la présentation du circuit, c'est que la montée juste avant la chicane Dunlop
Et en dévers, ça tire vers la droite. Ouais. Et ça, c'est pareil, quand tu le vois en vrai, c'est assez impressionnant quand même. Parce que ça monte très fort déjà. Et ça te déporte vraiment vers la droite. Hein. Et quand les conditions de piste sont changeantes, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de voitures qui aient tapé à droite juste après le freinage, parce que c'est vraiment un endroit où il y a du dévers. Donc, La il est TDS vient facile d'être de faire une remplacée. erreur. Bah là, tout le monde est au stand attendant qu'il y ait peut-être moins d'eau potentiellement. Ça sert à rien, on peut pas attaquer, le secteur 1 il est détrempé. Alors qu'on voit une voiture jaune à l'écran dotée du numéro 64, mais je me demande bien ce que c'est. Porsche peut-être. Peut-être un touriste qui s'est perdu sur le circuit, mais qui a l'air de rouler aussi vite que les autres, c'est étonnant. On me dit dans l'oreillette que ce seraient des Américains. Ah, pourtant, à part Penske, je vois pas d'autres Américains sur la piste. Moi non plus, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est la team Le Circuit, vu qu'ils arborent les mêmes couleurs. Putain, t'imagines. Ah, heureusement qu'on n'a pas, qu'on met pas du bleu, quoi. Du jaune et bleu, bleu-violet, un peu comme ça, moi j'aime pas. La couleur de Penske? Ouais. Ah, elle est pas terrible. Je suis pas fan. Bon, messieurs, dames, je vais vous abandonner parce que je dois aller soulever des palettes, comme chaque prolétaire qui se respecte. Alors qu'on Et a du vu, coup, je crois que c'est Jota qui est parti tout droit, qui a tiré tout droit au Dunlop. c'est Inter-Europol. Jaune et vert. Inter-Europol. Inter-Europol. Et du coup, des bisous, bonne soirée Alex. à tous, et puis on se retrouve vendredi soir. Ouais, on se retrouve vendredi, ouais. Ah, vendredi. Du coup, on a la Vaillante qui a été déclassée, reclassée et redéclassée. Intéressant. Et ça flotte grave sur la pit lane. Oui, non, mais c'est surtout. Sur le reste de la piste, ça n'a pas l'air de pleuvoir, c'est surtout. Fait chier pour la une. Sur le radar, on voyait que la pluie Putain, passait elle a au une nord place, seulement. elle a une place de l'hyperpole, putain. Je crois qu'il y a un pilote que t'aimes bien dans la une, non? Bah, Charmilesi. Mon équipage coup de cœur. On a fait un par catégorie. La 7 rentre au stand, évidemment. On s'en doute. Du coup, la 8, elle a pas réalisé de tour chrono, donc. Elle a roulé, mais pas de tour chrono. De toute façon, elle s'en fout, elle est déjà. Enfin, elle s'en fout. C'est bien de rouler, hein. Mais elle est qualifiée d'office. Eh ouais. Il y a 6 places, ils sont 5. J'allais dire, c'est terrible pour la numéro 8 qui ne va pas réussir à se qualifier, mais en fait, si, c'est bon, ça passe. Ah ouais, par contre, ça flotte bien. Hein. Ouais, ils vont être sur des œufs, là, les gens. Hein. Ouais, elle tire tout droit la Toyota. Est-ce qu'on fait un live demain? Oui, peut-être qu'on va faire un live Hyperpole demain. On a fait la qualif là, on fera peut-être un live Hyperpole pour demain. 2 Toy, 2 Glickenhaus, une Alpine. Glickenhaus qui proposait à un team privé d'engager une 3ème voiture, mais ça c'est pas fait. Fallait apporter je sais plus combien pour pouvoir engager une voiture. Est-ce qu'ils sont en slick? Est-ce qu'elle est en slick là? La Toyota, c'est fort probable. Parce que vu comment elle est sur des œufs là, c'est chaud. Hein. Elle est à l'arrêt. Elle est pas passée au stand, mais à mon avis, je pense qu'elle a juste roulé pour essayer d'avoir un tour chrono pour dire c'est bon, on a roulé, on est qualifié pour l'Hyperpole. Oui, y a pas d'histoire de si je fais pas de tour, je suis pas qualifié. Il faut qu'ils fassent des tours ou pas, ce qui compte est dans le top 6. Parce que peut-être que s'ils font pas de tour, ils sont pas qualifiés d'office. Alors, on a la Vector Sport qui n'a pas fait de chrono. On a l'Algarve Pro Racing numéro 45 qui n'a pas fait de chrono. Sûrement qu'elle est encore en réparation après le crash de la FP1. La TDS a donc eu son chrono annulé. Étonnant. Du coup, on a 3 LMP2 qui sont au-delà du top, au-delà de leur zone habituelle, quoi. Et enfin, on a la Spirit of Race numéro 71 qui est toute dernière. Ouais, quand ils arrivent, et à partir du moment où ils arrivent au karting, ça pleut grave. Allez, je joue sur des œufs. Ouais, la TS qui rentre au stand. Ça rentre au stand, là, il faut des inters, là, je pense. Ça doit être absolument terrifiant de rentrer dans le karting et de voir un mur d'eau pour toute la section finale, quoi. Putain, même dans les stands, il a du mal à rentrer, ça glisse. Mais la partie sud du circuit doit toujours être sec parce qu'il il pleut pas, donc bon. Ouais. Tout à l'heure, il pleuvait pas. Là, je sais pas s'il pleut encore. Ouais. Enfin, sur les radars, la pluie elle devait pas arriver au sud, mais c'est vrai que ça doit être surprenant.
T'es avec tes inters sur la piste, puis d'un coup tu passes sur une piste sèche. Après, c'est ce qui est cool avec les très grands circuits comme ça. Hein. Et ouais, pour le coup, ceux qui ont fait le NURB peuvent avoir peut-être un peu d'expérience. Le NURB, c'est la même chose. Hein. Ça dépend. Est-ce que tu privilégies la partie sec avec des pneus slick et tu prends des risques sur les parties mouillées, ou est-ce que t'es plus lent partout avec tes inters et tu prends moins de risques? Ça dépend. C'est aussi un choix avec faut le faire. confort du pilote. Ouais, tout le monde rentre. Qui c'est qui reste en piste Qui c'est encore en piste? On a l'Hypercar numéro 8, d'accord. Et on a la Riley 74, la Ferrari numéro 74 du GTE Pro, qui est dernière en GTE Pro. On a la Team Project One numéro 56, qu'on voit à l'image actuellement, avec Ben Barleycoat. On a Renger van der Zande avec la GMW 66. Et enfin... Et c'est tout, hein. On n'a pas beaucoup de voitures en piste. C'est la dernière année de la 488 GTE, non? En tout cas, c'est la dernière année. Oui, c'est la dernière année des GTE de toute façon. Ouais, c'est ce oui, l'année prochaine, c'est quoi? C'est le GT3? Ouais, GT3. Ils vont l'annoncer précisément ce que ça va être. Est-ce que ça va être comme en DTM, ils auront les pneus Michelin ou... Ouais, on verra. Peut-être pas encore d'infos. Je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient en parler durant le week-end. Ouais, il me semble aussi. Le GT3, c'est une bonne idée. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'on n'aurait pas de roulage pour le vendredi après-midi, pour justement laisser la possibilité aux gens de se balader sur la piste et d'aller voir les voitures dans les stands. Ouais, c'est la journée open, hein, et après il y a la parade des pilotes, normalement le vendredi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a du soleil. J'ai l'impression que c'est éclairé, qu'il y a une grosse éclaircie là. L'année dernière, vendredi, il y avait de la Fun Cup, de souvenir. Ah, tu vois là, il y a... Ouais, ça se dégage, ça se dégage. Ou attends, non, ça c'est les sports, donc ouais, tu vois que c'est dégagé, en fait, ça tombe que sur une partie du circuit, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que là c'est quand même pas mal dégagé, l'averse a dû passer, alors est-ce que ça va évoluer? Mais 2024 pour le GT3 il me semble, mais tous les pilotes disent aussi que c'est la dernière année du GTE Pro en tout cas. Donc dernière année du GTE Pro cette année. Qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine? Ça m'étonnerait qu'il y ait que des âmes. Très bizarre. Eh bonjour, qui es-tu? C'est quoi la différence entre les AM et les pros, à part les pilotes? Déjà, les AM, ce sont des voitures qui ont une année de moins que les pros. Et ensuite, je crois que c'est la même configuration. Hein. La différence, c'est les pilotes qui sont dedans, quoi. Alors, qui est que en GT AM, qui est pris en hyperpole? Voyons voir. Pour le moment, on va faire un petit check avec la Aston Martin Northwest AMR, la Kessel Racing, la Ferrari numéro 57, la F Corset numéro 54 et une Ferrari également, suivie d'une autre Ferrari, la Iron Dams. Oui, avec les trois femmes qui vont passer en j'allais dire en Q3, ouais, en hyperpole. On a ensuite la Dempsey Proton numéro 77. Dempsey Proton qui avait fait la pole position l'année dernière en GTE AM avec Julien Andlauer. Julien Andlauer maintenant qui est avec la WeatherTech numéro 79. Et enfin, qualifié, on a Life Corset numéro 61. Elle était très sympa la LMPD qu'on a vue tout à l'heure avec les décalcos mexicaines. J'espère que tu t'es pas trop fait chier, Jules, à la modéliser sur R-Factor 2. Ah non, parce qu'ils ont changé ils ont fait une livrée spéciale en fait. Normalement, elle est bleue avec le motif rouge dessus. Alors j'ai fait juste bleu, j'ai pas fait les motifs parce que c'est trop compliqué. Ouais, la Iron Lynx là, la Ferrari Iron Lynx, trop jolie. Et non, ce n'est pas parce que c'est une Ferrari et qu'elle a mes couleurs. Je suis totalement objectif dans mon analyse. Weather Radar, on est en train de commenter des nuages. Bon, il n'y a personne en piste, hein, par contre. Ah, la pluie c'est... Ah, attendez, écoutons Sarah Bovy. On roule beaucoup cette année puisqu'on fait 3 championnats avec le même line-up.
et il n'y a rien à faire, ça aide à être efficace plus vite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec Raël. Elle est sortie, elle a fait un tour vite, direct, sans faire d'erreur, sans faire de track limite. C'était le secret de cette qualif aujourd'hui. Alors, on a vraiment l'impression aujourd'hui que vous pouvez jouer le podium dans cette catégorie GT1. Bah, en tout cas, on espère. Si on peut le faire, on ira. On va pousser toute la course pour. Mais maintenant, on sait très bien que pour les 24 heures du Mans, ça dépend beaucoup de choses qui ne sont pas toujours dans notre contrôle. Donc, on va surtout essayer de garder la tête basse, rester humble, respecter cette grande course que sont les 24 heures du Mans et essayer de finir le plus haut possible. Ok, merci beaucoup. Voilà, on va pas trop tirer sur l'ambulance quand même, sur la corde. J'adore me confondre les citations, c'est ma passion. Ah, Michael Fassbender, on me fait chier. Ah, la Porsche Proton Competition numéro 93 qui est en train de revenir au stand avec des morceaux de pare-choc. Faites les malins au pare-choc. Moi, j'ai un pare-choc que personne d'autre n'a. Pare-choc, lui circule à 64. Ouais, sous bâche, difficile de l'avoir la Porsche. Il y a encore des gouttes, hein. Il y a encore des gouttes. Ça a commencé à retomber là, tout à l'heure sur les plans là. Est-ce que ça va ressortir? Moi, je pense pas que ça va ressortir. Tu vois, il reste 11 minutes, il n'y a aucun intérêt de ressortir. Tous les pilotes, toutes les voitures sont. J'ai vu que l'averse allait passer, mais je doute qu'on ait assez de temps pour que l'averse passe et qu'on Ah bah après, quand sous la pluie, il te faut aller sur un tour de sortie, il faut 4 minutes. Bon, quel est l'intérêt? Voilà, oui, il y a une équipe avec des pilotes féminines comme Richard Mille l'année dernière. C'est la Ferrari numéro 85. Alors, c'est la Iron Dame. C'est une livrée Iron Lynx. Elle est rose. C'est avec Michelle Getting, Raël Frey et Sarah Bovy. Ensuite, on a deux autres femmes engagées, deux en LMP2. Une avec l'Algarve Pro Racing, le numéro 47, c'est Sophia Flörsch, l'allemande, et une française avec Lilou Wadou chez Richard Mille, la numéro 1. Ah, ça se barre dans le public. Parce que ça risque plus de rouler là. Alors qu'on voit un passage extraordinaire de Louis de Letraz. Et oh là là, mais c'est incroyable, on revoit encore un passage de Philippe Albuquerque qui vient pas du Nouveau-Mexique. Oh là là, je m'amuse. Et là, c'est Alexander Lynn qui est en train de passer avec la United Autosport numéro 23. Il a bien mangé de vibreur. Hein. Imaginez, j'ai un fébro comme ça. Et maintenant, on a la Real Team by WRT avec Norman Nato qui passe aussi un vibreur. On voit que la voiture roule grâce à ses roues. Pourquoi tu imites Vigneron? Non, c'est pas Vigneron. C'est parti le départ. Non, c'est pas Vigneron. Non, moi je trouve il y a un côté. Ah merde, comment il s'appelle cet américain un peu. Ah, c'est ressorti. Non, c'est ressorti. Il y a une voiture en piste. Out, ça ressort. Il y a des voitures qui ressortent. C'est la numéro 8. Numéro 8 qui est ressorti. Avec Bohemi. Qu'il fasse un tour. Ça fait penser, tu sais, les voix comme ça, tu sais, les trucs à la con, qui passaient sur RMC ou Discovery Channel, tu vois, les Américains un peu bikers qui rénovent des voitures, qui s'engueulent pour rien, tu sais, à se balancer des chaises et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis énervé. Je lui ai dit qu'il a niqué sa mère. Avec, tu sais, tu lui ai dit qu'il a niqué bip, tu vois, tu n'entends jamais rien, mais tu comprends tout, tu vois. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit. Mais je me suis dit quand même que j'étais vraiment très con. La prochaine fois que je vois toucher à mon pare-choc, je l'encule, ce mec. C'est ça. C'est la violence gratuite, mais sans aucune raison. Il a dit qu'il allait m'enculer, il sait pas ce qu'il attend. Tu vois. Mais, bon, bref, on s'arrête. D'une part, ça me nique la voix, et d'autre part, ça me nique la voix. Ça a préparé la pasta box. Les mecs, avec les sucettes, ils sont là, ils attendent. Bon, on y va bientôt? Sans déconner. Il y a pas les pneus sur l'auto. Mais les pneus, c'est le truc gros en caoutchouc, là. Non, mais tu sais, il met la sucette pour pas que la voiture épare, mais il n'y a pas de pneus, donc il risque pas d'aller quelque part. Calme-toi, il n'y a pas les pneus. Et niveau pneus, je m'en connais un rayon, quand même. On a la vitesse. Je suis en train de dégommer les citations. Je m'arrête pas. Oh.
1300. Alors, en tout cas, c'est sec sur la partie sud. Ouais, là, au sud, c'est sec. Même s'il y a un petit nuage bien gris dans le ciel. Donc, tu veux qu'ils soient les nuages, connard. Alors pour le coup du nuage bien gris, je pense que c'est surtout l'espèce de bande, la bande teintée. Non, on la voit pas la bande là sur la caméra. Ouais, mais tu vois que ça a assombri un minimum le truc, donc je pense que ça a dû assombrir encore plus les nuages. Là, quand tu vois les nuages, tu vois la différence. Mais peut-être que c'est la merde qu'il y a sur le pare-brise, hein. Je suis en VMAX, elles vont plus vite en course ou en qualif? En course, elles ont l'aspi. Non, Après, ça va plus vite en qualif parce qu'en qualif, tu as des pneus soft. En course, tu n'utilises pas des pneus soft. En général, tu utilises des pneus médium parce qu'il faut faire durer les relais. Surtout que tu es déjà en essence, tu ouais, essaies vraiment de maximiser les performances. La batterie du mode hybride, tu la balances à fond. Après, il y a aussi autre chose, une particularité réglementaire. On ne change pas de pneus comme en Formule 1 à chaque arrêt. Hein. Donc, en fonction des catégories, une GT va faire 1 heure de relais qu'on appelle en anglais un stint. L'autonomie en fait de la voiture, voilà. Mais vous allez voir, en fait, on ravitaille juste le carburant. Donc, les pneus peuvent faire 2, 3, 4 relais. Donc, 4 fois 4 passages. Donc, pour les protos, en général, c'est évidemment les relais sont un petit peu plus courts, ça consomme un petit peu plus. Je crois que c'est les MP2 qui consomment le plus. On est sur un petit peu plus d'une demi-heure d'autonomie. Enfin, bon, bref. Quand on veut changer de pilote, on est obligé, par contre, de changer de pneu. Un nouveau pilote égale le nouveau train de pneus. Donc les stratégies s'articulent aussi autour de là. Si les pneus sont morts alors qu'on devait faire 3 relais, qu'on en a fait que 2, qu'on a fait 3 stints au lieu de 2, eh ben on va préférer changer de pilote plutôt que de relancer toute la machine au début. Donc voilà, ça c'est... Est-ce qu'on peut réutiliser des pneus déjà pris à un moment de la course? Je ne sais pas. Et aussi, là, on peut parler aussi, vu qu'on est sur les arrêts, seules 2 personnes sont autorisées à travailler sur la voiture. Ça veut dire que quand ça ravitaille, ça ne change pas les pneus. Voilà. Donc je crois qu'il y a 2 mécanos. Il y a 2 mécanos qui sont autorisés à travailler sur l'aire de travail, justement, de la voiture. Alors qu'il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. 5 minutes 20. On a Toyota qui est en piste. Ah, ça me fout la haine pour la Richard Mille, hein, honnêtement. À 1 place. Ça fait combien d'écart? Faut pas regarder l'écart. Il y a quand même un peu d'écart, quand même. Il y a 7 dixièmes. La Richard Mille, c'est pas la voiture avec laquelle je crois que c'était Ogier qui avait roulé à Spa? Mais Ogier, il est dans cette équipe. Hein. D'accord, il roule aussi pour les 24 heures. Il fait toute la saison. Ah d'accord, je pensais qu'il avait fait juste. Équipage Charles Milesi, Lilou Wadou et Sébastien Ogier. Ah, tu vois qu'il y a quand même du spray hein, qui sort, il y a quand même de l'eau qui sort du passage de roue dans les lunaudières, donc c'est tombé aussi dans les lunaudières. Je sais pas si c'est tombé dans les lunaudières, mais peut-être que les pneus évacuent encore. Hein. Puis tellement ça évacue, les pneus sont pas dégagés, du coup ça peut aussi s'accumuler à l'intérieur du capot. Mais je pense qu'il y avait tout à l'heure on avait eu le radar météo, on avait vu que le nuage s'était déplacé, commençait à tomber sur les lunaudières. Tu vois que il y a des petites gouttelettes qui apparaissent sur le pare-brise aussi. Oh, c'est pas Nakajima qu'on avait vu là? J'ai pas fait gaffe. Kobayashi cette année encore. Quand tu parles de Nakajima, tu parles de père ou fils? Non, Kazuki, hein, pas Satori. D'accord. Oui, il y a toujours Kobayashi, toujours avec la numéro 7. L'équipage de la numéro 7 n'a pas changé. Hein. D'ailleurs, c'est toujours Lopez, Conway, Kobayashi. Et du coup, celui qui a remplacé Nakajima, c'est Ryo Hirakawa. Il y a 31 entrées en piste. Il y a un Arianto, il y a Andrew Arianto. Il y a Andrew Arianto dans la Absolute Racing, donc la Hardpoint. Numéro 99, il y a Andrew Arianto avec Alessio Picariello et... Ah, j'ai pas son nom. Rump. Rump son nom de famille, c'est Rump, il me semble, et c'est un Estonien. Bah attends, mais j'ai qu'à cliquer dessus, mais je suis teubé. Ah, ça, c'est pas la bonne voiture. Martin Rump.
Andrew Arianto. Est-ce qu'il y a un lien de Oui. parenté avec Rio? Aucune idée. Mais ouais, j'allais dire la LMP2 qui était sortie, elle avait l'air grande difficulté dans les Dunlop là. Enfin dans le Dunlop. Intéressant. Alors, est-ce que ça commence à sécher? On voit la Toyota numéro 8 qui est en train d'arriver à la vire. Ne nous allumez pas la caméra! Qui arrive à Maison Blanche, arrive au Chicane Ford. Il y a moins de spray, il y a quand même de l'eau, c'est humide. Voilà, c'est clair que ça n'améliorera pas. Donc, on va en rester là pour la qualification. On a les qualifiés pour l'Hyperpole. Là, clairement, ça va pas améliorer. Quel est le chrono de la numéro 8? Dernier tour en 3,57. Ouais, 3,57 quand même. Ça fait presque 3,58. C'est 13 secondes de retard. Et bon, on va rester quand même ensemble jusqu'à la fin de cette séance de qualification. Je pense qu'on se retrouvera demain également pour vivre l'Hyperpole. Du coup, une demi-heure. Bref. Merde, j'ai pas le programme sous les yeux. Ah, mais si, on l'a là. 9 juin, 20h. Voilà. Ouais, nickel. Du coup, demain, Ah. rendez-vous demain à 19h45 pour vivre l'Hyperpole. Et on ressort les Glykenos. On ressort les Alors qu'il Glykenos. reste 2 minutes, donc il n'y aura clairement pas le temps de faire un. Ou est-ce qu'elle est au ralenti, la Real Team, ou est-ce qu'elle vient de sortir les stands? Elle ressort des stands. Elle ressort des stands. Norman Nato, 3e en catégorie LMP2. Norman Nato, toujours dans la Real Team by WRT. Que j'ai dit que ça allait être elle qui allait gagner la course. C'était mon pronostic. C'est pas 10, on sait jamais. Oh, Ferdinand Asberg, vainqueur l'année dernière, qui roule justement avec la numéro 41. Vainqueur l'année dernière avec la numéro 31 aux côtés de Charles Milesi. Ah, il s'échappe! Cours-lui après! Attrapez-le! Bref. Et avec Robin Fringe, du coup, en catégorie LMP2. Putain, c'est un scandale. Le mec, il lui a pété son appareil photo, quoi. La WRT numéro 31. Qui c'est qui est à son bord? Robin Fringe encore. Hein. Il fait partie des pilotes qui ont reçu une amende parce qu'ils n'étaient pas là à la pesée, parce qu'il est enfin, à la course de Formule 1. Chose que je ne comprends pas d'ailleurs, mais mettre une amende aux pilotes parce qu'ils faisaient littéralement leur boulot. Ouais, ça c'est. Vraiment, t'allais dire, mais franchement, c'est pour ça aussi que je suis content de pas être pilote professionnel parce que j'aurais du mal à me tenir, tu vois. Là, vraiment, j'aurais dit, mais les gars, niquez vos mères. Je fais quoi? Je me dédouble? Bah, tu t'organises mieux ton calendrier. C'est à eux de le faire, hein, c'est à eux de mieux organiser. Hein. Sans déconner. C'est surtout qu'ils bossent ensemble, le SRO, la FIA et tout. Hein. Donc, bon, au bout d'un moment, Après, j'ai envie de dire, en plus, si tu prends une pénalité parce que t'es parti faire de la Formule I, autant tu m'aurais dit tu t'aurais pris une pénalité parce que tu faisais, je sais pas, le Grand Prix de Monaco ou un Grand Prix de Formule 1, je vais dire ok, ça va. Mais là, la Formule I. Ouais, bravo hein, au Random hein, qui passe. Du coup, drapeau à damier, checker flag ici au Mans. Enfin, ici au Mans, là-bas, au Mans. Du coup, voyons le classement. Donc, les hypercars sont qualifiés d'office. Meilleur temps pour Kamui Kobayashi, la Toyota numéro 7 avec un 3 minutes 27 247 suivi de très près, un dixième d'écart par la Glykenos numéro 708 avec un chrono réalisé par Olivier Plat. Derrière, on a la Glykenos numéro 709 où c'est Ryan Briscoe qui a fait son meilleur chrono en 3,27 978. L'Alpine est 4e. En catégorie LMP2, donc là où il y a vraiment des qualifications, les 6 premiers sont la WRT numéro 31, la tenante du titre, WEC et des 24 heures du Mans. Robin French qui a fait le meilleur chrono en 3,29 898. Derrière, c'est la Jota numéro 38, la Rail Team numéro 41, la United Autosport numéro 23, la United Autosport numéro 22 et enfin la Prema numéro 9 qui a pris malheureusement la place à Charles Milesi et à Richard Mille pour l'Hyperpole. Enfin bon, on a donc les 6 premiers. À partir donc de Richard Mille, ce sont des LMP2 qui seront qualifiés et ils ont maintenant, ils n'iront pas plus loin en tout cas dans la séance de qualification et ce sera donc l'ordre de la grille de départ.
Panis Racing qui est pas mal en embuscade. Penske c'est pas mal. Je regarde un petit peu. Je suis un petit peu déçu de la Jota numéro 28. En même temps, l'équipage est moins expérimenté, peut-être un petit peu moins rapide. La TDS, j'aimerais bien savoir pourquoi elle a été déclassée parce qu'elle était clairement dans le top 6 et ça allait très très vite avec Mathias Bech. En GTE Pro, c'est donc la Riley, comme vous pouvez s'y attendre, c'est donc la Riley qui n'est pas qualifiée, sinon on s'entrecroise entre Porsche et Corvette. Meilleur temps pour la 92 avec Lorenz Vanthoor qui a signé un 350 999. Je pense qu'on peut descendre sous la barre des 50 en hyperpole. La Corvette numéro 63 est deuxième devant la Porsche numéro 91, devant l'autre Corvette, la numéro 64, suivie des deux Ferrari AF Corse. La 51 qui n'a pas roulé ou alors qui a fait que 2 tours durant la FP1 a finalement pu enfin rouler sur le circuit de la Sarthe avec un chrono meilleur que celui de la 52. Par contre, je ne sais pas si c'est Daniel Sierra, je crois que c'est James Calado c'est James Calado qui a fait un meilleur tour devant Antonio Fuoco qui lui avait établi la référence en tout cas chez AF Corse. En GTE AM, meilleur temps pour l'Aston Martin Northwest avec David Pittard en 3,52, 559. Derrière, on retrouve la Ferrari numéro 57 du Kessel Racing, suivi de l'AF Corse numéro 54. Et enfin, positionné en hyperpole, qualifié en hyperpole, l'Iron Dame avec Raël Frey, Sarah Bovi et Michel Getting. La Dempsey Proton numéro 117, suivi de l'AF Corse numéro 61, dernière qualifiée en hyperpole pour ce qui est de la catégorie GTE AM. Non qualifié, on a la GR Racing, la Team Project One, les deux Team Project One, et après ça descend. On a une embuscade de Porsche, 1, 2, 3, 4, 5 Porsche qui suivent le top 6. Voilà, donc prochaine séance, ce sera à 22h pour la FP2. 22h minuit pour la FP2. Ensuite, on se retrouvera d'ailleurs, on sera en direct pour l'Hyperpole. Demain à 19h45, début de l'Hyperpole à 20h. Et enfin, qui suivra d'ailleurs la FP3. Pardon, j'ai oublié de préciser que la FP3, c'est demain après-midi de 15h à 18h ou 15h à 17h, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Et on terminera par le roulage avant la course, les dernières séances importantes. La FP4, demain soir à 22h. Pas de roulage le vendredi. En revanche, ça redémarre le samedi. Samedi matin à 10h30 avec un quart d'heure de warm-up et la course évidemment à 16h, mesdames et messieurs. Dernier mot, Alex. Ah, il y a Lou qui est parti, j'ai pas fait gaffe. Eh ben, je tiens à pointer quelque chose du doigt. On me critique pour mon côté merde, j'ai plus le mot. Mon côté fanboy Ferrari, mais il y a qu'à entendre la réaction de Jules par rapport au résultat de la numéro 1 et après qu'on arrête de me dire de me donner les leçons. Non, soit je suis vraiment pour le spectacle, tu vois. Après, c'est clair que je peux pas dire que j'ai quelques Oui. préférences. Mais s'ils font de la merde, je ne saurais pas manquer de dire qu'ils ont fait de la merde. Contrairement à toi, qui veut pas accepter que Ferrari fasse de la merde. Mais je n'ai pas accepté que Ferrari fasse de la merde, étant donné que Ferrari gagne. Ouais. Je parle aux 24 heures du Mans, pas en Formule 1. Oui, voilà, c'est ça, précisément. Enfin bon, bref. Mesdames et messieurs, on arrive donc au bout de ce live. Merci à toi, Alex. On se retrouve du coup demain ou pas? Bah écoute, ouais. Ouais, super. Demain. On va vivre ensemble l'Hyperpole demain. Pour ceux qui vont regarder la FP2 tout à l'heure, dans un petit peu moins de 2 heures, on vous souhaite évidemment une bonne séance de FP2. Et sinon, merci d'avoir été avec nous pour ce live. Ça fait vraiment, c'est top. Ça fait plaisir. Il y avait du peuple. On était nombreux à échanger dans le chat. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, il y aura la rediffusion de ce live sur la piste. Voilà, notez bien sur la piste. Du coup, merci à vous tous. Passez une bonne soirée et des gros bisous. Bisous tout le monde. Il y a un truc par contre que j'adore quand